j'en ai pas forcément l'air, mais je suis un révolutionnaire. Et dans 10 minutes, vous aurez tous envie d'en être un également. Je vais vous présenter 3 destins qui devraient essayer de vous convaincre. On sera des révolutionnaires pacifiques, mais des révolutionnaires quand même. Dans votre vie, vous avez des choix à faire, vous avez des ambitions et des projets. À la fin de vos études, vous avez dû trouver un premier travail, vous avez envie de créer une famille, de fonder une entreprise, d'avoir une start-up. Bref, vous avez tous des projets. Ambitieux ou moins, ça dépend. Le premier révolutionnaire que je vous présente ce soir, c'est Giorgio Rosa. Son grand projet de vie, c'était de créer son propre pays, donc une ambition plutôt affolante. Il a voulu créer un pays de la liberté qui s'appelle l'île de la Rose. C'est une île au milieu de la mer, en Italie, proche de Rimini. Cette idée lui est venue, et c'était sa façon de dire qu'il n'était pas d'accord avec les institutions dans lesquelles il était né. Après un moment où il a voulu créer son entreprise en Italie, il s'est rendu compte que les procédures étaient pénibles, étaient illogiques, et n'étaient pas forcément ce qu'il voulait avoir comme institution durant toute sa vie. Donc au lieu de les changer, au lieu de s'adapter, il a décidé carrément de créer son propre pays. C'est de là que tout est parti. On est donc en mai 1968, il faut mettre ça dans son contexte, on est dans une période de libéralisation des mœurs, et Giorgio Rosa, avec sa bande d'amis, il crée une île artificielle, l'île de la Rose. Elle est fondée sur des pilotis au milieu de la mer, donc des pilotis en métal, et cette aventure, très rapidement, elle intéresse les touristes de la région. Donc, beaucoup de gens viennent sur cette île de la Rose, qu'ils trouvent très sympathique, et tout le monde veut y faire la fête, passer un bon moment. Et ce succès, il énerve beaucoup l'élite politique locale et l'élite politique en général en Italie, qui est encore plus puritaine, et qui s'énerve profondément de voir ce troupeau de jeunes qui s'amusent, de jeunes et moins jeunes qui s'amusent, et qui, en plus d'être des rebelles, qui ne s'attaquent pas à l'État, en fait, ils vivent complètement en dehors de l'État et ne s'intéressent même pas à ce que l'Italie pense d'eux. Tout simplement parce que l'île de la Rose, elle n'a pas été bâtie dans le territoire maritime de l'Italie, mais dans les eaux internationales, pour éviter que l'Italie, en théorie, puisse intervenir sur l'île. Et ça énerve profondément l'Italie, parce qu'en plus d'avoir des gens qui ne correspondent pas à leur mode de vie, ils ne peuvent pas intervenir. L'équipe de Giorgio Rosa, ils sont partis sur cette idée de créer leur propre pays parce qu'ils ont une vision de la liberté qui est celle d'avoir le moins de contraintes possibles imposées par d'autres. Ils souhaitent vivre selon leur propre mode de vie et avoir très peu de personnes qui leur disent quoi faire. C'est ce que vous vivez plus ou moins chacun. On a le droit de choisir son métier, on choisit sa compagne ou son compagnon, mais on ne choisit pas le pays dans lequel on est né. Et on subit les institutions dans lesquelles on évolue. Si vous avez de la chance, vous êtes né en Suisse avec un cadre plus ou moins libre, mais ça peut arriver d'être né dans un pays beaucoup plus liberticide. Dans certains pays, le slogan du pays indique directement le programme. Prenons le Mexique, par exemple. Leur slogan, c'est « la patrie d'abord ». Quand la patrie passe avant les individus, on peut parfois s'inquiéter en tant qu'individu d'être réellement respecté et d'avoir ces libertés qui sont assurées. Il y a d'autres pays qui mettent l'individu au centre. Le Liberland, par exemple, c'est une micronation coincée entre la Serbie et la Croatie. Là-bas, le slogan, c'est « vivre et laisser vivre ». Donc on comprend tout de suite que l'individu est au centre et on le respecte, on lui fait confiance. Toutes ces idées existent car un cadre de vie, il vous impose des choses et il vous empêche d'en faire certaines autres. Il n'y a pas tout le monde qui trouve ça pertinent. Donc avant de nous intéresser aux 2 prochains révolutionnaires, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui les amène à prendre des décisions et avoir des projets autant ambitieux que de créer son propre pays. Tout part d'une révolution interne, où une question qui est posée par les révolutionnaires, c'est est-ce que je suis en désaccord avec l'État dans lequel j'habite parce que je n'ai pas encore le pouvoir et parce que j'aimerais imposer ma manière de voir aux autres, ou est-ce que c'est le pouvoir en tant que tel qui me gêne et l'idée qu'une majorité peut imposer sa manière de voir à une minorité? Les révolutionnaires se classent dans la 2e famille. C'est ce qui a motivé notre 2e révolutionnaire, aussi un Allemand, Titus Gebel, parce que ça le gênait que dans sa vie, il soit freiné par des décisions prises par d'autres et qu'on lui imposait alors que lui n'y avait pas acquiescé. Il s'est aussi rendu compte que changer les choses comme l'a fait Giorgio Rosa était très compliqué et parfois chronophage. Et il voyait 3 façons de changer l'État. La première, c'est prendre le pouvoir par les urnes. Deuxième, c'est prendre le pouvoir par la rue, donc une révolution violente. Et la troisième, de faire sécession, donc c'est ce qu'a fait Giorgio Rosa. Et il trouvait ces 3 solutions chronophages et pas toujours efficaces. Il en a donc développé une 4e. Et la 4e, c'est de créer des zones libres au sein même des pays. Donc sous forme de villes libres, par exemple. Et dans ces villes libres,
c'est plus l'État, votre partenaire, mais c'est une entreprise. Et cette entreprise, en contrepartie d'un montant que vous payez chaque année, elle vous garantit votre sécurité, un cadre juridique stable et également une possibilité de gérer des éventuels différends devant un tribunal indépendant. La grande différence entre ces villes libres ou ces zones libres et les États actuels, c'est que le contrat que vous avez signé, il évolue plus avec le temps et personne ne peut le changer. Cette entreprise n'a pas le droit de le changer et si elle le fait, elle doit vous dédommager. Donc on change complètement de logique, ça devient des endroits qui sont apolitiques, il n'y a plus des discussions où une majorité peut tyranniser les minorités, comme Tocqueville l'a théorisé, et c'est la grande nouveauté. Ces villes libres se baseraient donc sur deux grands principes. Le premier, c'est que toute personne qui ne nuit pas aux autres n'a pas le droit d'être embêtée par le reste, par la majorité, par le gouvernement, et qu'elle a le droit de vivre comme elle le souhaite. La deuxième chose qui est importante dans les villes libres, c'est que désormais, toutes les relations entre êtres humains, elles se basent sur une base libre de consentement et plus en partie sur la coercition comme aujourd'hui, parce que dans les États modernes, il y a une suite de choses qui vous sont imposées, que vous devez faire, même si ça ne vous intéresse absolument pas. On peut résumer ça par le slogan de changer ce qui vous dérange, mais sans déranger les autres. Et finalement, si ces deux solutions vous paraissent trop ambitieuses ou ne vous plaisent pas, il en existe une troisième. La troisième, c'est celle qui est choisie par Christoph Heuermann. Il se définit lui-même comme sans état fixe parce qu'il voyage toute l'année. C'est-à-dire qu'avant le Covid, il prenait l'avion et il changeait de pays régulièrement pour éviter d'être sous le joug d'une législation qu'il trouvait moralement pas défendable. Donc il voyageait de pays en pays et puis il est lui-même conseiller fiscal pour essayer de motiver d'autres personnes à faire la même chose que lui. Donc il arrivait à vivre de ça et il donnait des conseils un peu partout autour du monde. Évidemment, avec le Covid, son modèle d'affaires a été quelque peu remis en question, mais il a acheté un catamaran et il fait désormais le tour du monde sur un bateau. Évidemment, ce n'est pas une solution qui est disponible pour tout le monde. Déjà, il faut éviter d'avoir le mal de mer ou ne pas aimer l'avion. Et surtout, il faut être capable de travailler de manière distante tout au long de sa vie. On a pu donc voir ces trois solutions avec trois façons d'être des révolutionnaires si un État ne nous correspond pas. Et maintenant, à titre individuel, si vous souhaitez en appliquer une, il faut se poser la question, est-ce que l'État en place va me permettre de faire ça? Est-ce que ce désir de liberté sera permis? La question, elle est limpide, elle est claire, elle est rapide, pas vraiment. Un État, dans un territoire donné, il a un monopole légal de la force, ce qui fait qu'il a des citoyens qui sont quasiment des citoyens captifs. Donc si il commence à accepter des alternatives sur son propre territoire, ça va le forcer à être en concurrence, ça va le forcer à se comparer, et il se pourrait que l'alternative soit meilleure que son offre actuelle. Donc il n'a pas d'incitatif et d'intérêt personnel à autoriser ces alternatives. Du coup, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'une institution ne permet pas la concurrence? Et à mon avis, c'est très clair, c'est qu'elle a très peur de voir que son modèle est finalement pas si efficace que ça et que d'autres arrivent avec moins de moyens, avec de nouvelles idées, à faire mieux et du coup être attirants pour des nouveaux citoyens. Ce qui devrait nous questionner, pourquoi est-ce que les États sont comme ça et pourquoi on ne se pose jamais cette question du pouvoir? Pourquoi est-ce qu'on accepte qu'une majorité a le droit d'imposer ses visions à une minorité? De manière très concrète, cette non-disponibilité des États pour les alternatives s'est démontrée dans l'exemple que j'ai pris au début, l'île de la Rose. Elle a existé quelques mois, et ensuite l'État italien, fatigué, lassé de se faire provoquer par ces jeunes sur cette île qui était si moderne, si dynamique, et qui avait tant de succès, ils ont pris des moyens militaires, ils ont envahi l'île et ils l'ont fait exploser à coups de dynamite. Et ces réactions violentes sont présentes partout dans le monde dès qu'un peuple souhaite prendre son indépendance, dès qu'une île souhaite prendre son indépendance ou dès qu'un individu souhaite avoir une nouvelle aventure qui sort du cadre légal. Et cette réponse violente cache sans doute la même absence de confiance en son propre modèle. Et tout ça devrait nous questionner. Vous pouvez commencer cette révolution intérieure que j'ai évoquée avant, que Giorgio Rosa et les autres ont traversée, la prochaine fois quand vous recevrez un bulletin de vote. Lisez les objets de votation et demandez-vous si vous êtes dans la position, est-ce que c'est juste d'imposer aux autres ce que vous pensez? Est-ce que c'est juste qu'une majorité, sur ce thème, peut imposer sa position à une minorité? Est-ce qu'il y a une façon juste de faire? Avec ça, votre révolution intérieure commencera. Et avec la présentation de ce soir, vous avez maintenant un petit guide du révolutionnaire pacifique pour faire ce chemin intérieur. J'espère que le prochain Giorgio Rosa était dans cette salle ce soir. Et si c'est le cas, peut-être qu'année prochaine, on pourra suivre le TEDx, plus à Martigny, mais sur une île artificielle, sur le lac Léman.